Salut à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de .ai. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire un peu plus personnelle, comment j'ai planté 10 000 euros, comment j'ai planté en fait ma première boîte et j'ai perdu toutes les économies que j'avais à ce moment-là. Je vais revenir sur le concept de ce que j'avais développé comme startup et à quel moment, dans quel contexte ça se créait. Je vais essayer de parler aussi des principales erreurs, parce qu'il y en a eu un paquet, vous pensez bien, si le projet a fermé quelques années après. Et puis, quels sont les grands apprentissages que j'ai pu en tirer. Et puis après, essayer d'illustrer ça avec quelques chiffres. Là, je vous ai déjà révélé que j'ai perdu 10 000 euros sur cette affaire. C'est clair que quand on est jeune aussi, il y a des moments où ça compte beaucoup, beaucoup. Mais voilà, donc aujourd'hui, épisode peut-être un tout petit peu moins structuré et un peu plus style anecdote. Mais voilà, pour vous replacer dans le contexte, c'est ma toute première aventure entrepreneuriale. À l'époque, au tout début de ce truc-là, j'ai 18 ans. 18 ans, je suis en bachelor, donc en licence en économie à l'université de Lausanne, dans la faculté qui s'appelle HEC Lausanne. J'étudie l'économie, le management, et puis statistiques, mathématiques financières, trucs du genre. Et puis il y a un concours d'entrepreneuriat qui est organisé. À cette époque-là, je suis en deuxième année de cette licence, donc de ce bachelor. Ça me tente bien. Je me dis pourquoi pas créer un petit truc, ça peut être cool. J'ai pas spécialement d'idée, mais je sais que l'idée de monter un truc, potentiellement, ça m'attire. Disons que c'est une fac où ils essayent de mettre l'accent sur les voies entrepreneuriales. Je ne sais pas si c'est fait de la meilleure des manières, mais en tout cas, il y a une forme de promotion, même si dans les faits, il y a peu de gens qui s'orientent vers ces voies-là par la suite. Mais voilà, c'est quelque chose qui est présent, en tout cas qui n'est pas totalement ignoré. Et puis il y a ce concours qui s'appelle Start Lausanne, qui est un concours qui a lieu chaque année, où on peut gagner jusqu'à, de mémoire, 30 000 francs, donc quasiment la même chose en euros, pour monter sa boîte. Et ça fait forcément un joli coup de pouce quand on monte une boîte en études. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je réfléchis un peu à ce qui est faisable comme type de projet, sachant que j'ai très peu de compétences techniques à ce moment-là, ce qui est un peu la limite des personnes qui montent des projets que entre diplômés, par exemple, d'école de commerce ou autre, c'est qu'on est très monocompétences et on n'a pas forcément le volet technique, ou des fois, si on n'est que technique, on n'a aucune idée de comment vendre son projet. Mais voilà un peu le contexte. À ce moment-là, ce que je me dis, c'est que j'avais un mec que je connaissais dans ma promo qui voulait changer de voiture. Et puis, je suivais beaucoup de projets sur Kickstarter. Puis je lui avais dit, t'as qu'à mettre ta voiture sur Kickstarter, tu trouveras toujours des gens pour te financer le projet. Et puis en échange, t'as qu'à leur passer des jours de location sur ta voiture. Puis je balance ça au bol, on rigole. Et puis en y repensant un peu après, je me suis dit, bon ok, pour une voiture, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si tu prends le concept d'un van aménagé ou d'un camping-car, ça peut quand même être assez cool. Tu veux t'acheter un van aménagé, il te manque 5-10 000 balles. Tu dis ok, je vais sur un Kickstarter adapté, et puis je dis voilà, le van il sera dispo du 1er au 31 août 2023 par exemple, et puis les gens peuvent louer le van à l'avance, donc ils donnent 1000 balles, ils peuvent louer après ça ton camping-car pour une semaine, et puis toi tu récupères du coup l'argent de toutes ces locations futures. Et puis à la mode Kickstarter, tu peux définir un seuil minimum de succès en mode ok, si j'ai 2000 euros ou 3000 euros, là dans ces cas-là je suis sûr que je vais acheter le van, etc. Mais voilà, donc en fait en y réfléchissant avec ce spot de promo, on s'est dit ouais, pourquoi pas, ça peut être assez cool. Et puis voilà, puis en fait on s'est inscrit au concours Start, donc là j'avais toujours 18 ans, et puis on a commencé à passer les étapes au fur et à mesure. Alors c'est un concours qui est assez bien fait parce que c'est assez organisé sur le fait de faire un business model Canva, d'aller faire des interviews avec des clients potentiels, et puis au fur et à mesure d'aller développer jusqu'à un business plan complet, un slide deck, etc. Donc vraiment pour mettre
voilà, mettre les pieds dedans et puis commencer petit à petit à penser la structure de son projet. Et puis moi je me dis, bon bah la plateforme en vrai ça doit pas être trop compliqué à développer. Je vois, on fait quelques interviews et puis on lance un questionnaire dans une des grosses boîtes qu'on connaissait autour. Les retours sont relativement bons sur la notation de l'idée. On n'avait pas spécialement fait gaffe à ce moment-là, mais en fait on a distribué on voulait un certain nombre de gens, parce qu'on était aussi un peu évalué là-dessus, sur le nombre de gens à qui on avait fait passer des questionnaires. Puis on avait quelque chose qui touchait au sujet des vacances, donc très facile à trouver des gens dans cette cible-là. C'est à peu près tout le monde globalement qui prend les décisions de booker des semaines de vacances pour sa famille, pour son foyer ou autre. Et puis voilà, donc en fait on a fait circuler ça dans une seule boîte, on a fait sortir le mail par le patron de la boîte qu'on connaissait, et puis on a eu plusieurs centaines de réponses, et puis toutes les réponses étaient élogieuses et tout, et puis on s'est engouffré là-dedans, on s'est dit ça nous allait bien aussi comme, comme type de retour. Je pense qu'on n'avait pas forcément l'aspect critique là-dessus, mais à refaire, je prendrais vraiment plus de diversité, j'essayerais de tester beaucoup plus ce qu'on appelle ce customer discovery, donc vraiment cette découverte de qui est son client, son utilisateur, quelles sont les attentes, combien de temps à l'avance ils sont prêts à réserver quelque chose comme ça, quel tarif ils seraient prêts à payer, parce que forcément s'il y a un côté un peu risqué dans la réservation en mode le projet peut potentiellement tomber à l'eau, on s'attend à des tarifs plus de location entre particuliers mais encore un peu moins cher. Du coup, est-ce que côté loueur ça peut se trouver aussi? On n'avait pas de concessionnaire de van aménagé ou de camping-car dans cette étude, mais bon, on a fait un truc juste pour avoir le chiffre, et puis en fait on a un peu tout basé là-dessus, et ça je pense que c'était la première grosse erreur. Mais on continue à passer les étapes au fur et à mesure, puis on arrive à la finale, et là on remporte 5000 francs, donc c'était, si je dis pas de bêtises, le 3e prix, donc sur une 60aine de projets initialement. Donc là on se dit bon on a loupé le premier, mais c'est cool quand même, avec 5000 balles on va pouvoir faire quelque chose. Et là on touche à peu près à la deuxième erreur que j'avais pu faire, qui était au tout début de simplement proposer aux potes qui voulaient s'acheter une voiture de devenir associés sur le projet sans trop réfléchir. Et avec en plus de ça des règles qui n'étaient pas très claires du côté du concours sur qu'est-ce qu'on peut faire de l'argent. Et donc vient le moment où on se dit on a gagné le truc. Lui c'était un pote de promo, donc on avait exactement les mêmes compétences, la même formation, les trucs comme ça. J'avais pas cherché plus loin, vraiment cas d'école. En plus on avait des trucs sur trouver des associés complémentaires, ceci, cela. Mais quand on veut faire rentrer un rond dans un carré, on finit par y arriver globalement parce qu'on trouvait qu'on avait des skills complémentaires sur tel truc et tel truc. Mais bref, on se voilait un peu la face. C'est un moment où il fallait développer une plateforme, il fallait tout ça, et puis il n'y avait aucun qui avait les compétences de le faire. Et puis vient le premier le premier gros sujet de Discord qui a été moi je voulais utiliser cet argent-là pour créer la société et pour commencer à développer le site web, et on n'avait jamais vraiment clarifié parce qu'on n'avait jamais vraiment pensé ce qui pouvait se passer si on gagnait cet argent, et puis en fait l'autre personne voulait partir avec sa moitié. Et dans sa compréhension c'était clair aussi comme ça, donc je comprends sa surprise de l'autre côté de dire attends, moi je crois que je pouvais disposer de 50% et puis faire ce que je veux, ça va me faire un bel été, et puis voilà. Et donc là ça a été le premier moment un peu chaud. Et puis j'ai du coup forcément plus bossé avec ce mec-là après sur la suite du projet, mais j'avais réussi à l'époque à garder ces 5000 francs et puis à continuer à bosser sur un premier développement de produit. Et c'est là où on entame je dirais les répétitions d'erreurs potentielles. Et donc là, on est en 2017, je rentre en 3e année, et puis je vais à la salle de sport assez fréquemment, et il y a un mec que je rencontre à la salle de sport que j'aimais bien, qui était un bon communicant, qui faisait des études à l'époque de sciences sociales, mais avec un axe plus communication. Je me disais, par contre, communication, c'est un truc que je maîtrise pas trop, ça peut être cool, peut-être que je peux lui présenter l'idée, et puis on peut voir. Mais toujours restant un peu plus dans des compétences que j'arrivais à comprendre en tant que telles. Et puis je lui propose ça, et du coup cette personne est devenue mon associé sur le projet au moment où j'ai créé la boîte. Ça a été une super aventure avec lui en tant que tel, mais encore une fois on avait des profils qui étaient très complémentaires, et puis on se marchait un peu sur les pieds pour savoir qui faisait quoi, parce qu'il y avait
pas forcément assez de flux pour pouvoir vraiment séparer. Il y a un tel qui est spécialiste dans ça, l'autre qui est spécialiste dans ça. Ce qu'il fallait, c'est qu'on crée une plateforme et qu'on trouve des clients pour alimenter la plateforme. Et c'était un peu ces deux volets du projet où j'avais mal cerné quasi dès le départ qui il fallait dans le projet. Mais bon, donc j'ai 5000 francs, j'ai un associé qui est partant. Et puis ça, je trouve que le fait de trouver des gens qui sont assez fous pour dédier tout leur temps libre, parce que là, forcément, on est en dehors en dehors des heures de boulot ou des heures d'études, toujours à ce moment-là. Voilà, trouver des gens qui sont assez fous pour se lancer là-dedans et puis pour suivre une idée qu'on porte, c'est hyper cool. Donc ça, forcément, beaucoup de reconnaissance à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément un succès après ou que ça va forcément bien se passer. Mais en tout cas, c'était des premiers succès, des premières validations. Et là, à ce moment-là, ça fait peut-être 6 mois que j'ai l'idée en tête, que le concours a commencé. Et puis, on avait gagné le prix il y a peut-être 2 mois. Et là, je me dis, OK, c'est l'été. La finale devait être en avril, un truc comme ça. On arrive été 2017. Je me dis, OK, cet été, il faut qu'on développe la plateforme. Et puis moi, j'arrive un peu en mode, c'est une plateforme, c'est Kickstarter. Kickstarter, ça existe. À quel point ça peut être compliqué de refaire tout Kickstarter. Donc, je commence à faire le cahier des charges du truc. Je vais voir la junior entreprise de l'EPFL juste à côté. Et puis, on tombe d'accord sur un truc aux alentours des 8000 francs, un truc comme ça. Et eux, ils me tarifent aussi globalement 2 mois de travail. Ils prennent 30% de marge par-dessus. Et je me dis, deal, quoi. Je signe ça. J'avais 3000 balles à sortir de ma poche en plus pour pouvoir faire ça. Je les avais à l'époque, donc je me dis, très cool. Et puis, c'est parti. Je définis peu ou pas trop les fonctionnalités de la plateforme. Je comprends au fur et à mesure que c'est bien que je m'implique de plus en plus parce qu'en vrai, en dev web, des fois, des choix qu'on fait au début, ça peut impacter des centaines de fichiers à rechanger une fois qu'on demande juste une modification. Donc ça, je le comprends assez vite. Et puis, on a des étudiants, un premier étudiant qui prend le truc, juillet et août, et qui devait livrer fin août. Et la plateforme, globalement, nous, ce qu'on avait défini avec mon associé là-dessus, c'était, on voulait le MVP, en gros, c'était Kickstarter, à peu de choses près. Donc, en plus de ça, il y avait un calendrier de réservation de l'autre côté et tout. Enfin, on n'avait fait aucune concession. Pour moi, le MVP, donc ce Minimum Viable Product, vraiment le produit minimum qu'on peut lancer sur le marché, c'était une plateforme qui avait les mêmes fonctionnalités Kickstarter, peut-être pas avec les messageries instantanées, les trucs comme ça, mais c'était un truc où on pouvait avoir une page avec un projet en mode on en a eu un qui avait bien marché, ça s'appelait le van d'Iris, et donc c'était 2 parents qui voulaient acheter un van pour partir en tour du monde ou en tour d'Europe avec leur petite fille qui venait de naître, et puis ils voulaient acheter ce van aménagé. Ils voulaient financer 3 ou 4 000 euros d'options en plus. Ils proposaient des semaines aux alentours des 500 euros. Donc il fallait que le prix soit affiché, il fallait que les calendriers de réservation soient affichés. Ils avaient fait une petite vidéo promotionnelle du projet pour expliquer ça. Il fallait pouvoir taper dans une base de données pour pouvoir identifier quel était le modèle exact du van. Il fallait une barre de progression pour montrer combien du projet est financé, donc du coup quel est le pourcentage du projet qui est financé pour l'instant. Ça donne une idée de est-ce qu'on est sûr que le projet va se financer ou pas. Il fallait un débit, donc il fallait collecter et pouvoir stocker les fonds pendant un moment, et il fallait pouvoir débiter automatiquement une fois que le projet était financé. Enfin bref, plus tout le back-end, plus tout ça. Et en gros, on est parti dans un gros délire. Notre V2, concrètement, alors je ne sais pas si au début, je ne sais pas qui a été le plus fou de nous vendre un projet en 2 mois pour un truc comme ça. Spoiler, ça a pris 1 an. Donc globalement, on a été 6 fois plus long que prévu initialement. Je sais que ça paraît fou, mais après ça, le semestre, il reprend. On a d'autres trucs à faire. Les étudiants, ils n'avaient plus le temps. Ça a été une grosse galère. Ils ont retrouvé un autre étudiant. Ensuite, après ça, ça a été le patron de la junior entreprise lui-même qui a fini le truc sur l'été suivant. Et nous, pendant ce temps-là, on avait démarché quelques personnes. On essayait de trouver des contrats d'assurance pour protéger les locations. On essayait de trouver quelques concessionnaires. On essayait de trouver des partenaires.
Mais c'était un peu du point mort, quoi. Donc de l'été 2017 à l'été 2018, globalement, on a avancé sur tout ce qu'on pouvait préparer. On avait des jolis dossiers, par exemple, de location, en mode quand tu pars récupérer le van et que tu rentres dans le van, tu avais un petit dossier avec les numéros d'urgence, avec le numéro de l'assurance, avec les trucs comme ça. Mais on avait, je veux dire, une feuille A4 aurait suffi clairement au départ. Mais en fait, on ne savait plus quoi faire parce que le site n'était pas prêt. Et l'immense erreur qu'on a faite à ce moment-là, ça a été de se dire qu'on avait absolument besoin de cette plateforme. Et le jour où on a fermé la plateforme 3 ans plus tard, j'avais revu une des coachs en entrepreneuriat qui nous avait pas suivis activement, mais qui voyait ce qu'on développait et qui trouvait ça très sympa, qui nous supporte toujours sur d'autres aventures, qui m'avait dit « Mais je comprends pas pourquoi vous n'avez pas juste fait un site WordPress totalement statique. Et de toute façon, avec le volume que vous avez, vous updatez simplement les barres de progression à la main. Ça prend 3 jours à développer. Allez, au pire, tu donnes 2 semaines à quelqu'un pour te faire une jolie plateforme comme ça. Mais c'est littéralement un format d'article de blog où les gens ils peuvent te contacter avec un formulaire de contact pour pouvoir demander, tu t'affiches le calendrier. Enfin, tu fais tout à la main derrière, quoi. Et en y repensant, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est bête. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un truc comme ça? Parce qu'au début, on parlait de faire financer 2, 3, 5, 10 projets, un truc comme ça, et pour prouver le modèle. Et ça aurait été tellement simple à refaire aujourd'hui. Franchement, je pense que je peux le sortir en 1 semaine sur Webflow, grand max, et ça aurait de la gueule. Ça aurait un formulaire de contact, alors c'est pas de l'instantané et tout ça, mais en vrai, tu prends les réservations, t'envoies un lien de paiement sur Stripe aux gens derrière, et puis voilà. Et toutes ces fonctionnalités-là, elles existent, mais c'est juste des petits outils à connecter comme ça. Le no-code en tant que tel a bien évolué depuis 2017-2018, mais je ne vais pas me voiler la face, ça existait clairement à cette époque-là et on pouvait déjà faire des trucs très cool. Et ça a été, en plus de ça, le budget du site web s'est rallongé, on est arrivé à 12 000 balles, je crois, au total. Et donc, du coup, il y en a 7 qui sont sortis de ma poche et ça commençait à... Ouais, clairement, ça commençait à être hyper impactant pour le business parce que nous, on ne savait pas... Enfin, pour le business, je m'entends, hein, on est étudiant à ce moment-là, mais on ne savait pas exactement comment est-ce qu'on pouvait avancer. On avait un peu, pour nous, fini tout ce qui restait à faire, c'est-à-dire qu'on avait ce Customer Discovery qui disait « il y a un besoin », on avait fait tout le business model, les trucs comme ça, et puis ensuite après ça, on s'était dit « bon, bah maintenant, il reste à développer l'outil et à le lancer ». Et tous les petits points techniques de communication de ceci, cela, bah en fait, on pouvait vraiment commencer la com, même si on faisait monter un peu le truc, mais on pouvait commencer vraiment la communication active autour des projets qu'une fois que c'était publié et que la plateforme était dispo. Donc, on préparait plein de templates de com, on essayait de trouver des articles de presse pour faire monter un peu le truc autour du premier projet qui arrivait, puis qui était repoussé, parce que la plateforme n'était pas prête. Et on a attendu ce truc-là pendant 1 an. Et je sais que ça paraît fou, mais c'est juste parce que je connaissais la théorie du MVP en plus, hein, mais c'était juste que pour moi, le MVP, c'était pertinent à partir du moment où Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais défini mon MVP sur la plateforme. La plateforme, il fallait qu'elle fasse ça. Et puis, on n'a même jamais pensé à faire un truc où on updatait à la mano derrière tous ces trucs-là. Et en y repensant, c'était bien bête, mais voilà. Donc, on continue. On a la plateforme, été 2018. Donc là, très cool. On se dit, putain, ça va cartonner, ça va être trop cool. On a le premier projet qui va être publié. Donc ça, on l'avait dans le backlog depuis un bon moment. Quelqu'un qui voulait faire financer 1 500 € sur un van Volkswagen T3. Et puis ça, c'est pas les vannes un peu qu'on a en tête là, des 60s. C'est des vannes un peu plus récents, mais qui ont quand même une vibe très cool. Et puis, on se dit, c'est un projet qui peut bien marcher dans la région de Belfort. Donc, c'est-à-dire, on peut partir vers la Suisse, on peut partir vers la France, on peut partir en Alsace. Il y a des trucs assez cool quand même qu'on peut faire en partant de ce coin-là, avec les dispos sur l'été. Donc, on se dit, bah, royal. Et quand on a lancé, le truc qu'on n'avait pas spécialement prévu, c'est qu'on allait avoir plein de dépôts de projets. Donc, plein de gens qui voulaient se faire financer le van. Très peu de demandes de location de l'autre côté. Et donc, en gros, notre étude, notre Customer Discovery, on l'a faite, mais de manière un peu bâclée, en prenant pour acquis les trucs qu'on avait en tête, un peu en mode, si nous, on pense qu'il y a un besoin, c'est que tout le monde doit penser pareil, en généralisant notre expérience personnelle, alors que ni mon associé ni moi n'avions jamais voyagé en van ou en camping-car. Et donc, du coup, c'était une communauté qu'on connaissait très peu, ou pas.
Et on s'est dit, ouais, globalement, ça a l'air cool comme concept, donc on va pousser. Et on a eu forcément l'offre de dire, il vous manque 2, 3, 5, 10 000 euros pour acheter un van, ça parle aux gens. En plus de ça, on avait un truc très agressif où on disait financez votre van des 0 euros. Donc parce qu'on voulait montrer, on avait un peu en tête ce projet où on voulait prendre un van à 10-12 000 balles et puis en gros le rendre dispo sur 4 mois sur la plateforme et le faire financer intégralement par des locations en avance, et 4 mois après il revient à la personne. Alors bien sûr le van a pris pas mal de kilomètres entre temps, mais voilà, donc c'était un peu le projet qu'on voulait faire, et puis on s'était dit on se réserve un peu ce projet là pour nous, de faire financer totalement un van. Donc dès qu'on sent qu'il y a l'attraction potentielle, ça sera une super image, et puis on peut démocratiser un peu ce truc là. Puis après, on peut même étendre au bateau. Enfin, on avait des plans d'extension sur ces trucs-là assez drôles. Et à aucun moment, on s'est vraiment posé la question c'est des économies de mise en relation. Toutes les plateformes de mise en relation, c'est vrai c'est un peu l'innovation stéréotypique de l'école de commerce en regardant vraiment après quelques années. La plupart des gens qui sortent d'école de commerce vont monter des plateformes de mise en relation, donc c'est assez drôle. Mais voilà, mais donc avec un gros point qui est la balance qu'on a entre l'offre et la demande sur ces plateformes-là. Hyper galère à gérer, et en tout cas dans notre cas on a eu presque 150 demandes de dépôt de projet pour au global une trentaine de locations qui se faisaient de l'autre côté. Et donc quand on a 5 fois plus de demandes d'un côté que de l'autre, forcément il y a un gros goulot d'étranglement, et on s'est vite rendu compte que toute la com qu'on faisait, ça devait être autour des locations. Et là, autour des locations, c'est là où on a commencé à se rendre compte que il y avait 2 problèmes majeurs. Le premier, c'était où est-ce qu'on trouvait les gens qui étaient capables d'accepter les conditions qu'on proposait. Parce qu'il y avait un côté, il y avait un risque en plus, la location, c'était pas sûr qu'on l'aurait. Parce que les projets, la proposition de valeur, c'était de dire vous allez avoir 2, 3, 5 000 euros en plus, mais c'est pas sûr que vous achetiez le van. Et ça, c'était une hypothèse sur laquelle on s'était reposé, mais on n'avait pas spécialement parlé à des concessionnaires ou autres. Donc, ils ne nous avaient pas forcément validé le fait qu'ils avaient beaucoup de gens qui disaient « Ah, j'aurais bien acheté le van, mais tiens, je ne vais pas prendre ces options-là pour telle et telle raison. Et puis, en fait, je vais pas acheter le van parce qu'il me manque 2 000 euros. » C'était un besoin assez artificiel, parce qu'il y a peu de gens à qui il manquait 2 000 euros pour acheter un véhicule à 30 ou 40 000 euros, et au pire, ils coupaient quelques options. Donc là, on aurait eu un truc à faire avec les concessionnaires, qui était de dire que le concessionnaire pouvait faire des gestions locatives lui-même, et ça aurait, je pense, plutôt bien marché, que le concessionnaire fasse une gestion locative lui-même, en mode si vous voulez financer des options en plus, moi je vous trouve les clients pour tel truc, et puis je prends ma com au passage. Et là on aurait pu fournir l'outil, exactement le même concept, mais on avait un canal d'acquisition tout fait, parce que le concessionnaire, lui, est habitué à louer beaucoup de vannes, parce que ils font tourner des flottes, simplement, et puis ça aurait pu être très pertinent. Donc ça, on avait la problématique de où est-ce qu'on trouvait ces gens-là. Voilà, avec le recul, clairement, ils étaient chez les concessionnaires et dans les agences de location de vannes aménagées. Nous, on essayait des stratégies de communication digitale, donc beaucoup de réseaux sociaux. Ça marchait assez bien sur les réseaux sociaux, ces trucs-là. Instagram, tout, ça prenait plutôt bien, mais on avait beaucoup de mal à convertir concrètement. On avait toujours les marques d'intérêt, mais après ça, on regardait même avec les potes et tout ça. Il y avait peu de gens qui passaient vraiment à la réservation et qui prenaient la carte bancaire et qui allaient réserver une semaine de location. Et puis ça a été assez frustrant. Il y a une fois où ça a assez bien marché, ça a été assez drôle. Du coup, un des cadeaux d'anniversaire qu'on a fait dans ma promo quand j'étais en master, ça c'était après peut-être 2 ans d'opération, on a offert une semaine de location sur un projet qui était déjà préfinancé. On a offert une semaine de location à un pote du coup de promo, avec lui et 5 de ses potes sur un grand van aménagé qui venait d'être financé. Et ça a été assez cool parce qu'il a gardé des super souvenirs, il a partagé plein de photos. Enfin, c'était du super contenu en tant que tel, et puis c'était un peu le moyen de supporter la petite start-up
du pote de promo en tant que tel. Donc ça, j'avais beaucoup apprécié. Puis ça s'était très bien passé. Et donc ça, c'était bon. Bref, le gros premier point de comment est-ce qu'on trouve les gens. Le gros deuxième point, c'était est-ce que les chiffres sont bons. Et concrètement, le truc où on s'est pas mal voilé la face, c'était sur le potentiel de revenus d'un truc comme ça. C'est-à-dire, on commence ça en deuxième année, on se dit, bah, écoute, si ça génère, je sais pas, 10, 20, 30 000 balles par an, c'est déjà super cool. Quand on arrive vers la fin d'études, et c'est là que la pression, elle a commencé à être un tout petit peu différente, c'est que j'ai monté ça en deuxième année, arrivé à la fin de la première année de master, on partait tous en stage et en trucs comme ça. Ça faisait 3 ans qu'on tournait le truc, dont la première année où on a vraiment juste attendu la plateforme. Donc ça faisait 2 ans qu'on était en opération. Et là est venu le moment où on commençait à choisir les stages et trucs comme ça. Et je me suis dit, bah, déjà, est-ce que tu vois, je pourrais faire mon stage dans ma boîte. Et c'est des trucs tout bêtes, mais du coup, quand on a d'un côté des stages payés en Suisse 2000, 2500, 3000 balles par mois, et de l'autre, la start-up où on sait qu'on va, qu'on va globalement rien se dégager pendant 6, 7, 8 mois. Et on se dit, bah, ça, c'est pas grave, mais si y a les parents derrière qui suivent, ou si on a des économies ou tout ça, pas trop de soucis. Mais c'est surtout sur est-ce que ça a le potentiel de ramener de l'argent en tant que tel. Et ça, c'est une question qu'on s'est pas trop posée. Et ça a été un petit peu tard dans la réflexion, parce qu'en gros, quand on a fait notre business plan, en tirant le truc par les cheveux, on voyait que la boîte, à 5 ans, elle faisait 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Et ça a été... et forcément, bien sûr, on a des... je reviendrai sûrement là-dessus dans un épisode, mais sur un peu les critères des boîtes qui peuvent être financées par des VC, des trucs comme ça, que je comprends beaucoup mieux maintenant. C'est des types de boîtes spéciales, hein, mais que je comprends beaucoup mieux maintenant. Mais après, il y a aussi les critères de boîtes qui peuvent ne serait-ce que survivre. Et quand tu as une boîte, quand tu tires tes projections à 5 ans sur des volumes ultra ambitieux et que toi, en gros, tu t'arrives à dégager 100 000 balles de chiffre d'affaires sur lequel tu dois payer des impôts, après ça, tu dois diviser par le nombre d'employés que tu as, tu enlèves les charges sociales, les trucs comme ça, tu te rends compte que c'est impossible. Et ça fait partie des innovations. En tant que tel, c'est un super truc étudiant pour tester, mais si la réalité, c'est que tu as besoin d'être plusieurs, tu as besoin d'un produit digital avec de l'investissement, de la communication, des trucs comme ça, pour générer 100 000 euros de chiffre d'affaires à 5 ans, c'est que ça vaut probablement pas la peine de le penser comme un schéma monétisé. C'est une bonne expérience. Ça va être... moi, ça m'a apporté bien plus que si j'avais payé plein d'autres types d'expériences. Mais je me représentais pas forcément le fait que ça allait jamais générer d'argent en tant que tel. Et le fait est que nous, notre business model, c'était de prendre une commission de mise en relation, comme la plupart de ces plateformes-là. Mais on était sur de la niche, et de la commission de mise en relation sur de la niche, ça vaut... ça rapporte vraiment pas grand-chose. On prenait 8% sur les réservations qui étaient faites. Donc sur un projet où on finançait 1500 euros d'options sur un van ou un camping-car, la personne a été contente, elle se rendait en concession, elle achetait son truc, on prouvait le business model, donc on prouvait tout le cycle de vie du truc, donc très cool. Et nous, on prenait 100 euros de marge. Et ça, c'était... la boîte était déficitaire, donc il n'y avait pas d'impôt qui était appliqué là-dessus, mais on avait des pubs qu'on faisait sur les réseaux sociaux, on avait tout ça. Il nous restait quasi rien sur un truc comme ça. Des projets, on a réussi à financer quelques-uns, mais jamais de quoi potentiellement se représenter, vivre de ce truc-là. Et même si on finançait les 150 qui étaient dans le backlog, globalement, on arrivait à 15 000 balles si on prenait un ticket moyen à 1500 euros de financement. On avait le premier souci qui était qu'on n'arrivait pas à trouver les gens pour louer ça, mais on avait le deuxième souci que globalement, on était, même si on trouvait les gens, le truc n'était pas rentable parce qu'on faisait 15 000 balles de chiffre d'affaires sur l'année. Et on était en ligne avec nos projections dans le sens où on voyait que ça paumait du fric sur les premières années. Mais voilà, on avait fait le business plan pour faire le business plan, comme on avait fait le Customer Discovery pour faire le Customer Discovery, parce que c'était au début un projet étudiant, et puis en fait,
j'étais peut-être un peu plus acharné que d'autres projets étudiants qui étaient présentés, ou peut-être un peu moins réalistes, ça, c'est à voir, que d'autres projets étudiants qui étaient présentés sur le concours Start. Et puis on était 3 sur les 60 à vraiment lancer une boîte après ça. Je pense qu'il y en a une ça s'est monté, ça a été plutôt un succès technique, et puis ils se sont fait racheter un peu dernière minute par quelqu'un qui leur a foutu une grosse pression, et puis ça n'a pas été une grosse sortie financière, mais ça a été une sortie en tant que telle, donc quand même plutôt un joli succès. Une boîte qui doit être encore en opération, qui est devenue plutôt une jolie PME, et puis le truc que moi j'avais monté, qui a été globalement qui s'est planté, puis qui a été le pilier pour essayer de remonter d'autres boîtes derrière. Mais voilà, mais je pense que ça a été de ne pas être hyper transparent avec nos chiffres, avec tout ça. Ça nous a amené, ou en tout cas de ne pas avoir l'esprit critique par rapport à ce qu'on avait pu écrire il y a quelques mois. Et ça nous a amené à nous questionner, à repositionner le truc, à re-questionner voilà, tout ce qu'on avait pu construire, parce qu'on avait un partenariat avec la Maïf, par exemple, qui assurait les locations. On avait un partenariat avec Peugeot, un PSA, du coup Peugeot Citroën, qui nous invitait sur des salons comme une solution de financement additionnel, sur un gros salon qui s'appelait le Salon du véhicule de loisirs, qui a lieu au Bourget, en banlieue parisienne. Et puis voilà, donc on avait un petit hôtel où on logeait pendant ces salons-là. Et puis, on avait tout qui tournait, on avait tous les partenariats, on avait tout ça, mais on voyait qu'on avait ces 2 énormes problèmes, en dehors de tous les trucs d'exécution plus tôt, mais bon, ça, on met aussi ça sur le compte du manque d'expérience. Mais on n'arrivait pas à trouver les gens, à trouver les gens pour faire les locations, et on n'arrivait pas à se convaincre que le business model pouvait tenir. Et donc 3 ans après l'incorporation de la société, ou 3 ans après le moment où on a gagné ce concours, on sort du coup de Master 1, on va rentrer en Master 2, il reste 6 mois de cours, et puis après ça, c'est les moments des stages. Et là, on décide du coup de fermer la boîte avec mon pote, et puis donc avec mon cofondateur sur ce projet-là, et puis de se concentrer chacun sur la suite. Donc ça aura été première expérience de boîte. Donc la boîte officiellement incorporée, j'avais 19 ans. Le tout début du projet avec les concours et tout, j'avais 18. Et puis la boîte a fermé quand j'avais... je crois que je venais d'avoir 22 ans. Donc voilà, donc ça c'était un peu l'histoire de cette boîte-là. J'ai écrit un petit truc dessus sur mon site GitHub. J'avais fait un petit article de blog sur maelfabien.github.io. Et puis je mettrai sûrement le lien en description du podcast pour revenir un peu plus en détail sur quelques aspects, et puis voilà. Mais j'espère que ça aura pu donner quelques idées. Moi, je suis persuadé que c'est ultra pertinent de monter une boîte pendant ses études. C'est le truc, je pense, si j'ai des gosses plus tard, je pense que je les pousserai aussi d'une manière ou d'une autre, s'ils ont la fibre entrepreneuriale, à essayer de monter un truc très tôt, parce que c'est vraiment l'âge où on risque rien. C'est l'âge où on fait les trucs un peu différemment de ses potes de promo, et c'est quand même... Il y a un côté assez cool dans le fait d'explorer ces trucs-là. C'est l'âge où tout le monde fait des stages, et puis apprend vraiment petit à petit certains aspects, surtout sur des trucs assez génériques en économie, en management ou autre, et où on a très peu de liberté sur ces stages-là. Et puis c'est des missions qui, quand on y réfléchit quelques années après, nous paraissent toujours très petites et assez dérisoires. Et je trouve que l'entrepreneuriat a vraiment cet aspect de se dire, là maintenant on va se lancer, on va développer un projet, on va le lancer, on va faire de la com, du marketing, on va faire du droit, on va trouver des partenariats, on va faire des salons. Voilà, donc apprendre vraiment à gérer une boîte très tôt, avec les déclarations de taxes, avec tout ça, et puis le dépôt de bilan potentiel derrière. Donc ça aura été une expérience qui, au global, m'a coûté 10 000 euros. 7 000 qui sont passés juste dans le développement de la plateforme, et puis 3 qui ont été sur des événements ou des dépenses où la boîte n'avait pas la trésor pour couvrir ces trucs-là.
des commandes Vistaprint, des trucs comme ça, où on se chauffait un peu avant des salons. Mais ça aurait été une super expérience en tant que telle. Je le vis hyper bien, ça reste un échec entrepreneurial en tant que tel, mais avec tellement d'apprentissage que pour moi, je le vis comme un succès, dans le sens où ça a commencé comme un projet étudiant, et ça a failli prendre une plus grosse ampleur. Et puis après, on s'est rendu compte que certaines hypothèses étaient mauvaises. Mais ça, c'est clairement des trucs maintenant que j'ai en tête pour... voilà, ça fait je le lisais en plus, hein. Enfin, je l'ai lu, c'est... Tous ces trucs-là sur le bien définir son MVP, lancer... il y a toujours cette phrase de il faut essayer de lancer tellement tôt qu'on a presque honte du produit qu'on lance, mais sinon ça veut dire qu'on a lancé trop tard. Ça permet vraiment de dérisquer, de tester ces hypothèses. J'ai toute la théorie du Customer Discovery et de comment est-ce qu'il fallait poser ces questions et tout. Et je pense qu'il y avait forcément un manque de maturité sur la manière dont on se posait vraiment ces questions. Et puis un peu le truc de se dire, on voulait aller au bout du projet, et puis on pensait que le projet marcherait forcément si on avait 5, 10 ou 30 000 balles de prix. Et puis quelques années après, c'est des sommes qui, c'est clair, sont géniales pour le tout début d'un projet, et puis font plus avancer grand-chose une fois qu'on a une boîte avec pas mal de gens à l'intérieur. Mais voilà, un peu tout le circuit et tout le parcours avec ce premier projet entrepreneurial. Ça s'appelait Wanago. J'aimais bien le nom. C'était wanago.fr. Le site est plus actif, mais il y a toujours il me semble qu'il y a toujours une page Facebook où il y avait quelques communications qu'on avait faites. Mais voilà, ça a été une super expérience. J'ai essayé de partager les apprentissages principaux. Encore une fois, franchement, même si j'étais tombé sur un podcast comme ça à l'époque, je me demande si j'aurais fini par faire ces erreurs aussi ou pas. Mais bon, honnêtement, j'avais lu tous ces trucs-là, mais je crois que des fois, ça fait partie de ces erreurs qu'il faut faire soi-même pour pouvoir s'en rappeler. Donc voilà, c'est chose faite de mon côté. Et quand on a fermé la boîte à 22 ans, je suis parti en stage dans une assurance. Je venais de finir mes études de stats appliquées dans le milieu de l'assurance, et là ça a été gros moment de remise en question en me disant putain, j'avais vachement de liberté sur ma boîte, là j'arrive en assurance, alors les conditions de travail sont assez cool et tout, mais globalement je m'emmerdais pas mal, et je me suis dit je peux pas déjà avoir l'impression d'être vieux alors que je suis en stage là-dedans, il faut absolument que je me forme à autre chose. Et là, ça a été le début de la quête vers l'utilisation de l'intelligence artificielle, et probablement une des raisons et un des piliers de mon aventure dans la tech et dans l'entrepreneuriat et dans l'intelligence artificielle. Voilà, tout était un peu... je ne vais pas dire lié à cet événement-là, mais ça découle, c'est un processus, et puis voilà, donc ça me faisait plaisir de raconter cette anecdote. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis à me faire remonter vos feedbacks. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des retours. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao!